Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission de TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique chaque semaine avec Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jules. Alors aujourd'hui, annonce un petit peu spéciale, nous sommes à la recherche de bénévoles qui veulent bien s'infliger le fait de regarder les JT à la fois de TF1 et de France 2, les JT du soir donc Jean-Yves. Un appel un petit peu particulier donc à ceux qui vont bien vouloir s'infliger ça. Voilà, idéalement, il faut regarder le JT du soir, soit de TF1, soit de France 2, tous les soirs d'une semaine, et signaler les faits les plus marquants, analyser la manière dont ils traitent l'actualité. Ça nous aidera parce que très souvent, nous traitons l'actualité à travers les chaînes en continu. Or, ce qui est le plus regardé, ce sont... par les Français, la masse des Français, la masse des électeurs, ce sont les JT des gros médias, oui. Des médias de plus grand chemin encore que les autres, à savoir TF1, France 2, France 3, M6, voilà. Donc, oui. Voilà, prenez contact avec nous, prenez contact avec Jules, voilà, ce sera très utile. Vous pouvez nous contacter sur... C'est un sacrifice terrible, hein. On se rend compte du poids que ça représente pour vous de regarder ça, mais bon, si jamais il y a des volontaires, contactez-nous sur ma page Twitter que vous trouvez dans la description ou sur immedia.tvliberté@gmail.com. Vous pouvez retrouver ça dans la description et puis on attend donc vos candidatures s'il y en a. En attendant, au sommaire aujourd'hui, une image de la semaine surprenante et édifiante pour le moins. Le Parlement européen danse l'Europe avec une chorégraphie lunaire et hypnotique. En premier sujet, les États-Unis entrent en guerre en Ukraine face à Vladimir Poutine. Découvrez avec nous les révélations du New York Times sur l'implication des États-Unis dans le conflit et leur rôle dans l'escalade justement de ce conflit vers une potentielle guerre mondiale. Jean-Yves, on passera comme chaque semaine à notre revue de presse hebdomadaire. Et puis, enfin, on s'interrogera dans le deuxième sujet sur l'investiture de Macron. Est-ce que ce sacre jupitérien était orchestré pour faire oublier les tensions européennes ? Immédiat numéro 395, c'est parti, restez avec nous. Cette semaine, une image surprenante, médusante et ô combien effarante, Jean-Yves. Le Parlement européen accueillait en son sein la conférence sur l'avenir de l'Europe, une occasion pour la France de faire valoir, bien sûr, ses talents artistiques et dansants. Je vous laisse regarder la chorégraphie d'Angelin Preljocaj. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette rencontre. Bienvenue dans cette expérience au-delà des frontières. Je te propose de te connecter avec d'autres danseurs à travers toute l'Europe. Nous allons échanger nos énergies, nos vibrations. Je vais te guider tout au long de cette expérience. Tes mains flottent tout autour de ta tête. Tu tiens la lourde chaîne. Balance le poids lentement d'un côté, puis de l'autre. Bouge le bassin. Bouge le dos, c'est bien. Plus grand. Bouge la tête aussi. Ferme les yeux. Inspire. Expire. Inspire. Ouvre les yeux. Et salue les personnes autour de toi. Bon, c'est un exercice de danse contemporaine. Alors, on peut y voir quand même une certaine contradiction entre la mise en avant d'une situation internationale inquiétante, d'une guerre sur le sol européen, et puis ce côté un peu zen de cette chorégraphie contemporaine. Hypnotique. Alors quand même avec un base de bougisme. Il faut bouger, il faut se bouger. Donc ça, c'est un peu un des éléments de l'idéologie dominante, c'est le bougisme. Il faut changer. Oui, une image. Donc c'est une image assez parlante finalement du macronisme tel qu'il s'exprime à la fois sur la scène française et sur la scène européenne. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la petite danse européenne. On passe à notre premier sujet de la semaine.
Les États-Unis entrent en guerre. Un titre quelque peu exagéré puisqu'aucune déclaration officielle ne va dans ce sens. Et pourtant, le New York Times a fait de grandes révélations dans le courant de la semaine sur l'implication des renseignements américains dans la guerre en Ukraine. Il s'agit là de nouvelles importantes, décisives même, Jean-Yves, dans le conflit, et qui peinent à trouver une traduction dans les médias français finalement. Alors, ces nouvelles sont doublement importantes parce qu'elles nous informent que les Américains sont derrière la destruction du navire amiral de la flotte russe en mer Noire. Ils nous informent que les Américains sont derrière l'exécution ciblée d'un certain nombre de généraux russes présents en Ukraine. Mais c'est pas seulement important parce qu'on pouvait se douter que les Américains participaient à la guerre électronique en fournissant les informations décisives à l'Ukraine lui permettant d'acquérir les cibles. Ça, on pouvait s'en douter. Enfin, jusqu'ici, c'était complotiste. Hein. Attention. Là, c'est toujours la même chose. Tout le monde s'en doute, mais personne ne peut le dire. Maintenant, c'est officiel. Et c'est d'autant plus officiel, pas seulement parce que c'est dans le New York Times, qui est le grand journal politiquement correct américain, mais parce que le New York Times cite des sources officielles, qui ont donc parlé en tant que sources officielles. Alors, c'est important parce que, en plus, d'un certain point de vue, ça pourrait fournir à Poutine un argument pour des contre-mesures guerrières contre les États-Unis, puisque, au fond, ils assument quasiment officiellement des actes de guerre. Voilà. Et donc, on est quand même là dans une logique d'escalade. C'est un peu décalé, je trouve, la danse qu'on a vue quand on voit... enfin, on danse sur les volcans, vous me direz, mais quand on voit les risques d'escalade que cela comporte. Alors, honnêtement, la presse française, si elle existait, aurait dû reprendre ces informations, qui sont évidemment relayer ces informations, qui sont beaucoup plus importantes que d'autres sujets traités. L'essentiel de la guerre en Ukraine, c'est du micro-trottoir. Alors c'est très triste, le micro-trottoir, pour des gens qui sont sous la guerre, quel que soit d'ailleurs le côté. Hein. Mais c'est pas de l'information. Ça, c'est de l'information. Et c'est tout de même de l'information doublement importante par les faits rapportés et par le caractère officiel, quasiment officiel, des déclarations et des informations assumé en quelque sorte par les États-Unis. Dans quel but on peut se poser la question. Alors justement, quelles sont ces informations dans le détail? Les renseignements américains auraient aidé finalement les Ukrainiens à cibler des cibles particulièrement stratégiques et importantes, comme le navire amiral Moskva, qui a été coulé récemment, en avril, il me semble, courant avril, ou encore qu'ils ont justement aidé les Ukrainiens à cibler des généraux, notamment en interceptant les communications sur les canaux de l'armée russe, etc. Le représentant Adam B. Schiff a notamment dit nous fournissons de l'intelligence en temps réel à l'Ukraine et nous voulons être certains que l'Ukraine soit victorieuse. Et alors finalement, Jean-Yves, moi il y a un article qui m'a particulièrement frappé, c'est celui qui traite justement d'une potentielle escalade du conflit. On nous explique, nous ne sommes plus dans une guerre indirecte avec la Russie, dont tout le monde se doutait, mais plutôt nous sommes en train de glisser vers une guerre directe. Vladimir Poutine ne se fait pas d'illusions sur l'implication des États-Unis dans le conflit jusque-là, mais le fait que des officiels américains prennent la parole et se vantent d'avoir donné des renseignements stratégiques aux Ukrainiens, ça peut être perçu comme une provocation qui va finalement envenimer le conflit. C'est complètement à rebours de ce qu'on nous dit dans les médias français. Par exemple, guerre en Ukraine 5 minutes pour comprendre la possible instauration de la loi martiale en Russie. Dans le Parisien, l'instauration de la loi martiale en Russie, que le renseignement américain estime probable, inscrirait définitivement le conflit dans une guerre longue. Les Occidentaux accusent également la Russie d'avoir paralysé des satellites pour préparer l'invasion de l'Ukraine. On sent que Poutine, c'est toujours dans le narratif, dans la narration, Poutine est méchant et c'est lui qui fait escalader le conflit. On entend la chose inverse outre-Atlantique. Alors, à partir du moment d'ailleurs où les satellites
sont utilisées pour fournir des informations aux Ukrainiens, ce sont de fait des armes de guerre. Donc on pourrait très bien imaginer une riposte russe de brouillage électronique, ils ont peut-être fait d'ailleurs, c'est possible, ou même de destruction de satellites, quoi. Moi, je répète un peu ce que j'ai dit. On est dans une situation qui rappelle un peu les enchaînements de la guerre de 14, où tout le monde en rajoute un petit peu, et puis il y a un moment où c'est la conflagration générale. Alors évidemment, c'est plus compliqué la notion de belligérance, puisque là, c'est une belligérance indirecte par une guerre informationnelle, une guerre électronique, quoi. Mais si on fournit une information sur la cible, ça fait partie de l'acte de guerre. Oui, évidemment. C'est le paradoxe un petit peu, est-ce que c'est le cerveau ou est-ce que c'est la main qui exécute le général en l'occurrence? À vous de nous le dire dans les commentaires. Bon, en attendant, les articles cette semaine sur la Russie c'est toujours élégant dans une guerre quand les officiers meurent davantage que les hommes de troupe. Ah bah oui, il y a un côté un petit peu Voilà, c'est comme panache. Ça d'ailleurs que la guerre de 14 a duré aussi longtemps, parce que les officiers avaient l'élégance de se faire tuer davantage que les hommes de troupe. Bon, on se rappelle par exemple Charles Péguy qui fonçait dans son champ de betteraves. En attendant, si on fait un petit récapitulatif des articles qui sont parus en France sur le conflit ukrainien, c'est une reprise de la parole officielle des renseignements américains, et le côté un petit peu feuilleton qui continue, par exemple, avec Maria Aliokina, une membre des Pussy Riot qui s'est enfuie de Russie déguisée en livreuse. Donc on sent la volonté de continuer un petit peu le feuilleton, c'est la nouvelle saison. Voilà, ça c'est du narratif divertissant. Voilà. Et évidemment, ça passe à côté de l'essentiel. C'est ça qui est... Et je trouve que les médias, là, non seulement ils sont dans le narratif divertissant, ils sont dans le narratif de propagande, mais ils pourraient aussi donner d'autres informations. Voilà. Ils pourraient, on va admettre qu'ils sont très engagés, mais ils pourraient quand même donner un minimum d'informations russes. Et là, en l'occurrence, c'est des informations, c'est même pas des informations russes, c'est des informations américaines. Hein, c'est-à-dire que même les informations américaines, on sélectionne quand même celles dont on parle à des fins de propagande. Il y a une rétention d'informations. Non seulement on ne donne pas d'informations russes, mais ou quand on parle des Russes, c'est selon les informations américaines, quand même un biais intéressant, mais même certaines informations américaines, on n'en parle pas. Voilà. Donc on est vraiment dans un système d'aveuglement de l'opinion. Journaliste, faites votre boulot et traduisez les articles du New York Times. Oh non, mais arrêtez de vouloir les faire travailler, mais c'est de la maltraitance, Jules. Non. De l'esclavage. Oh non. On finit ce sujet avec un extrait du JT de France 2 au sujet du groupe Wagner. Attention, ça fait très peur. On nous a poussés dans l'enfer. Et personne n'en répondait officiellement. Personne ne devait rendre des comptes. J'ai compris qu'on était utilisé au gré des besoins de Moscou, comme de la chair à canon. On ne nous a pas enseigné de code de conduite. Le seul objectif était militaire. C'est sûr que je vais avoir peur. Je vais me retourner pour vérifier qui est derrière moi. Ce serait intéressant aussi d'avoir une vidéo sur le groupe Azov. Oui, le groupe Azov, le groupe Blackwater par exemple. Ou Blackwater qui a beaucoup sévi en Irak, qui a changé de nom d'ailleurs depuis. Là, on est dans les sociétés militaires privées, que les premiers à utiliser dans la période récente ont été les Américains et que manifestement les Russes ont copié, en quelque sorte repris le modèle avec le groupe Wagner. Oui. Merci beaucoup Jean-Yves, on passe tout de suite à notre revue de presse hebdomadaire. Karine Jean-Pierre, que vous connaissez certainement tous, est la nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche. Alors, je vous accorde que ce titre ne fait pas rêver et ne revêt pas d'intérêt particulier pour la politique française, etc. Ce non-événement a pourtant fait couler énormément d'encre en France, et pour cause, Karine Jean-Pierre est une femme noire et lesbienne, Jean-Yves. Alors là, bravo. C'est formidable. Bravo, Karine. Elle coche toutes les cases de la diversité. Femme, noire... Oui.
lesbienne. Elle n'est pas handicapée. Ah oui, bon, d'accord, ça c'est une petite faiblesse, ça. Ouais. Oui, Mais quand même. Voilà. Donc, et donc on voit sur quels critères on choisit les gens. Ouais, voilà. Bah, en tout cas, c'est ce qui est mis en avant. Elle est peut-être très compétente, mais c'est ce qui est mis en avant. C'est ce qui est mis en avant, ouais. BFM TV mentionne le fait que c'est la première fois que ce poste très exposé est accordé à une femme noire et ouvertement lesbienne. Elle sera la première femme noire et ouvertement LGBTQ+, à ce poste, a tweeté pour sa part Jen Psaki, donc celle qui la précédait. On regarde tout de suite une petite vidéo de Quotidien. Si tous les médias soulignent qu'elle est noire et gay, c'est parce que c'est historique, sauf que ça a un peu éclipsé son CV en béton. Karine Jean-Pierre a été professeure à l'université de Columbia, analyste politique sur la chaîne MSNBC. Oui, alors Quotidien souligne que les médias ont choisi de mettre en avant le côté femme, noire, LGBTQ+, historique, symbolique. Et ils disent, oui, mais attention, elle a un CV formidable. Oui, elle a été professeure à Columbia, où on recrute aussi sur quota ethnique. Oui. Donc, c'est pas très démonstratif. Et analyste politique sur une chaîne, et là aussi, puisqu'on pratique les quotas ethniques, les quotas sexuels, les quotas de genre, les quotas que sais-je encore, évidemment, et elle a probablement joué cette carte-là. Hein, parce que, au fond, c'est une manière de faire carrière. C'est un atout de carrière, autant en profiter, c'est humain. Exactement. Bon alors, France Info, Karine Jean-Pierre devient la première femme noire et la première lesbienne porte-parole de la Maison-Blanche. 20 minutes, le rêve américain de Karine Jean-Pierre, première femme noire et lesbienne porte-parole de la Maison-Blanche. On sent quand même la dépêche AFP. Certains médias, comme Le Monde, etc., ont fait des articles un petit peu plus neutres et qui mettaient moins en avant l'orientation sexuelle et les origines ethniques de la personne en question. Bravo eux. Et puisqu'on aime les jolies transitions chez Immédiat, je vous propose de rester dans le thème de la diversité ethnique pour ce prochain sujet. Taha Bouafs, journaliste islamo-gauchiste investi par LFI pour briguer la députation de la banlieue de Vénissieux en région lyonnaise, annonce finalement renoncer sa candidature. Alors j'imagine que ça pleure dans les chaumières, Jean-Yves. Législative, les chaumières, je ne sais pas, mais peut-être les salles de... Les halls d'immeubles où on dit, là, on doit pleurer, certainement. Les salles de prière, peut-être. Oui. Les salles de prière, peut-être, oui. Taha Bouafs dénonce une tempête d'attaques et jette l'éponge. Je vous lis un petit passage de son communiqué. « J'encaisse une tempête d'attaques sans précédent. Tous les jours, une nouvelle calomnie, une nouvelle insulte, une nouvelle menace de mort, une nouvelle accusation. J'espère que cette déclaration de retrait ne vous fera pas baisser les bras. Pour ma part, j'ai essayé, mais je n'y arrive plus. » Comme c'est triste. Alors, c'est intéressant dans cette affaire parce que il a d'abord été contesté officiellement par le Parti communiste, parce que Vénissieux est encore dans les mains du Parti communiste, et parce que le chef du Parti communiste, M. Roussel, avait dit quelqu'un qui est condamné pour racisme, injure raciale, ne devrait pas pouvoir être candidat à des élections. Or, il se trouve que ce Taha Bouafs a été condamné puisqu'il a accusé une policière arabe d'être une arabe de service. Et donc, il a été condamné pour ce propos. Donc, en cohérence avec les propos objectivement liberticides de M. Roussel, parce qu'une condamnation pour délit d'opinion, c'est une condamnation pour délit d'opinion, il a quand même été investi. Et donc, ça a créé un peu de remous. Finalement, il se retire et on explique qu'il a été victime, le malheureux, des attaques de l'extrême droite, évidemment. C'est ce que nous disent Mélenchon et Clémentine Autain. Voilà. Une meute s'est acharnée contre lui. Je m'en veux de ne pas avoir su le réconforter autant que nécessaire. Clémentine Autain, cette fois, il est plus que temps de regarder en face l'injustice, la violence des attaques venues de l'extrême droite contre un jeune homme sans diplôme issu des QP et de l'immigration. Oh là 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 là. Ah, c'est terrible. Voilà, et en fait, oui, c'est le violon, mais il semblerait qu'il n'utilisait pas que la mandoline pour séduire, puisque ce qui l'a fait tomber, c'est une accusation, alors là aussi, vraie, fausse, j'en sais rien, mais c'est une accusation de harcèlement ou de violence sexuelle à l'intérieur, apparemment, de la grande famille gauchiste, islamo-gauchiste, ou gauchiste en tout cas, puisque ce qui l'a fait tomber, c'est une sorte d'enquête interne à la France insoumise. Et donc, ils l'ont lâché pour des accusations, en l'état actuel des choses, non prouvées
de harcèlement ou de violence sexuelle, enfin une opération MeToo, et il ne l'avait pas lâché pour ses propos plus politiques, pourtant condamnés par une justice auquel ils font d'habitude confiance pour ce genre d'affaires. Voilà. Donc c'est tout de même très intéressant, et le traitement médiatique a suivi au fond le narratif de la gauche et de l'extrême gauche. C'est une victime des attaques des méchants d'extrême droite, avant de reconnaître qu'il est obligé de partir parce que vraiment une dénonciation MeToo, c'est pas possible. Mais ils sont revenus à la raison au final, Jean-Yves. Ah bah la raison, je sais pas si c'est la raison, mais en tout cas ça veut dire pour eux qu'une simple dénonciation MeToo est plus grave qu'un propos jugé raciste par la justice. Alors, on apprend dans un article de Mediapart du 11 mai qu'il a été reçu par 2 députés LFI, Clémentine Autain et Mathilde Panot, et qu'il aurait été convenu pendant cette réunion que le militant pourrait retirer de lui-même sa candidature. Donc, c'est un petit calcul politique en coulisses, et en public, Clémentine Autain nous explique que c'est une cabale de l'extrême droite. Il y a un certain cynisme venant de cette militante féministe. C'est une grande pro-militante, Clémentine Autain. Voilà, une militante islamo-gauchiste féministe, elle est parfaitement... c'est une bonne militante, quoi. Et une bonne stratège. Et une bonne stratège et une bonne tueuse, accessoirement. Attraper la main dans le sac, pour le coup. Alors, le Tahabouaf, quand même, en question, on en avait déjà parlé. Oui. Il a commencé sa carrière par l'invention d'un mort à Tolbiac. Oui. Il a d'ailleurs une collègue qui, elle, est toujours candidate. Ils avaient été 2 à inventer le mort à Tolbiac. La jeune frisée. Et il y a une jeune femme qui va être candidate, effectivement, islamo-gauchiste, après avoir colporté ce bobard, faut dire. Oui. Et puis après, il a sorti les images de Benalla. Donc ça, c'était plus... Qu'il avait capté par hasard, finalement. Il était sur les lieux de la manifestation. C'était au bon moment, au bon endroit. Enfin, voilà. C'est la version officielle. C'est la version officielle. Voilà. C'est peut-être vrai, hein, attention. Pour changer de sujet, une famille marseillaise ne dort plus cette semaine suite à l'agression terroriste d'un médecin militaire devant un collège. Je dis bien terroriste puisque la victime a été poignardée à la gorge et son pronostic vital est toujours engagé. Alors... Ce qui est quand même fascinant avec cette affaire, Jean-Yves, enfin fascinant si je puis dire, c'est qu'un article de BFM Marseille nous explique que c'est un individu âgé de 23 ans détenant un petit couteau. Oh, petit couteau. Petit couteau, c'est une petite attaque alors. N'ayant aucun antécédent judiciaire et étant manifestement dans un grand état d'agitation, a commis ce crime. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que la victime aurait été prise au hasard et que l'enquête n'est qu'à ses balbutiements. On passe à un article de Midi Libre. L'auteur des coups de couteau aurait dit aux enquêteurs avoir agi au nom de Dieu. Alors là, on avance, il y a un élément de plus. On peut définitivement écarter l'hypothèse terroriste, selon l'AFP tout de même, donc rassurez-vous. Alors ça, c'est la traduction de l'AFP. Alors ça, on est dans la novlangue. Parce qu'il a crié Allah, il n'a pas crié Dieu. Hein, et bon, donc on est dans la novlangue. Dieu, on ne sait pas qui c'est peut-être un catho... c'est un catho tradi. Peut-être un catho tradi, ça fait peur. Hein. Bon, donc première novlangue. Ensuite, on emploie le mot... coup de couteau à la gorge. Coup de couteau à la gorge. Oui, ça s'appelle égorger. Mais ça fait partie. Donc on est dans la novlangue. Et puis on ne donne pas les prénoms. On ne dit pas que Alban a été tué par Mohamed. Alban, père de famille, médecin à l'hôpital Lavéran, hôpital militaire Lavéran, qui est à 2 pas de cet établissement scolaire, qui a été poignardé par Mohamed, 23 ans, connu des services de police pour trafic de stupes. L'ensemble quand même, le mode opératoire du crime, à savoir l'égorgement au nom d'Allah, moi je veux bien qu'après on dise que ça n'ait aucun rapport avec le terrorisme, mais ça y ressemble bigrement. Voilà. Et on nous dit que la victime est choisie par hasard. C'est un officier, on peut aussi se poser la question. Mais peut-être qu'il a été choisi par hasard, c'est possible. Peut-être. À la sortie d'un collège catholique, je pense. D'un collège catholique, voilà. En effet, collège privé catholique. Collège privé catholique, mais c'est sans doute un hasard aussi. Bien sûr. Voilà. Mais, alors, l'article le plus fidèle aux faits, finalement, c'est Actu 17. Marseille, un père de famille poignardé à la gorge devant un collège catholique, l'agresseur interpellé. Là, on apprend qu'il aurait crié
au nom d'Allah, finalement, et qu'il était déjà connu des services de police, donc Bobard de BFM au début. Alors, quelques articles de presse ont récemment renvoyé à un rapport de la commission des lois du Sénat concernant la gestion de la politique migratoire française. Le constat est loin d'être réjouissant, mais vous vous en doutez déjà. Le Figaro parle même d'une gestion kafkaïenne de l'immigration en France. Un droit des étrangers devenu illisible et incompréhensible, source de difficultés quotidiennes pour les agents de l'État chargés de le faire appliquer, et un véritable fonds de commerce pour certains cabinets d'avocats ou de juristes qui n'hésitent pas à en exploiter les failles à des fins lucrative. Le rapport est somme toute très intéressant, Jean-Yves, on y apprend plusieurs choses. La France, par exemple, là c'est la première phrase de du rapport, pardon. La France est soumise depuis plusieurs années à une pression migratoire forte, continue, croissante. La commission des lois du Sénat a constitué une mission d'information afin de dresser un bilan des politiques publiques mises en œuvre pour y faire face. On apprend par exemple dans ce rapport que 100 000 requêtes introduites en 2021, c'est le contentieux donc, des étrangers qui représente désormais 40% de l'activité des tribunaux administratifs français, et que par exemple 5,7% seulement des obligations de quitter le territoire français ont été appliquées au premier semestre 2021. Donc le rapport ne mâche pas ses mots. Le rapport est factuel, le rapport est terrible. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de ce sujet qui est essentiel après l'élection présidentielle. C'est-à-dire que l'élection présidentielle, on a parlé du pouvoir d'achat, et on a évacué deux sujets qu'on voit revenir après, l'immigration, comme, c'est un domaine tout à fait différent, l'explosion du déficit commercial de la France, qui est en train de passer à 100 milliards en rythme annuel. Donc ces deux sujets essentiels, grand remplacement, grand déclassement, on en reparle une fois l'élection passée, et on a fait l'élection, peut-être, oui, exactement, mais ce sont les éléments factuels. D'ailleurs, le grand remplacement, c'est un élément de langage camusien avant d'être un élément de langage zemmourien, mais il faut bien voir que l'élection présidentielle, les médias ont polarisé sur d'autres sujets que ces sujets-là. Bon, honnêtement, l'affaire elle a été reprise par Valeurs Actuelles, bien sûr, Le Figaro, mais aussi La Croix, Public Sénat, donc une petite médiatisation quand même pour ce rapport de la Commission des lois du Sénat. Petite médiatisation, ce qui est une bonne chose. Petite médiation principalement écrite plus qu'audiovisuelle, mais c'est bien. Bon, alors on a consacré... Les rapports parlementaires d'ailleurs sont généralement très intéressants. On en a déjà parlé. Oui, bien sûr. Quels que soient d'ailleurs leurs auteurs, sénatoriaux, etc. Parlementaires, Assemblée nationale, le Sénat. Là, c'est un rapport d'un sénateur président de la commission des lois du Sénat, sénateur LR. Les rapports parlementaires, c'est souvent de grande qualité. C'est une grande source d'information, mais c'est aussi assez dur de les appréhender. Généralement, après, il faut en faire la synthèse. Voilà. Après, il faut en faire la synthèse. C'est des rapports assez longs, assez ardus. Bien sûr. Il faut s'accrocher, c'est très technocratique. Et d'immigration, ils en ont également parlé sur CNews. On écoute Mathieu Bock-Côté sur ce changement, cette transfiguration du peuple français. Il y aurait une telle transformation de l'identité française, une telle transformation du substrat identitaire et culturel de l'identité française, qu'on se retrouverait dans un monde où aujourd'hui, un nouveau peuple émergerait. Mais un nouveau peuple, ça peut pas être par définition, si c'est le peuple français, c'est un nouveau peuple, ce n'est plus nécessairement ce qu'on appelait le peuple français. L'immigration massive, on en parle depuis des années en France. Des années. Soit pour les uns, ça existait pas, mais... Et là, on commence à voir, non seulement ça existe, mais les effets électoraux de cette mutation démographique commencent à se faire sentir. Alors, nous avons consacré une partie de notre émission de la semaine dernière à la bataille qui s'annonce justement entre Elon Musk, le repreneur milliardaire de Twitter, et l'oligarchie mondialiste, sorosienne, davosienne. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, avait notamment annoncé le développement d'une nouvelle régulation des contenus sur la toile en Europe et prévenu Musk qu'il ne pourrait pas contrevenir au droit européen. On réécoute simplement son passage sur RTL de la semaine d'avant. Que se passe-t-il justement s'il ne le fait pas, si Twitter ne respecte pas ses règles ? Pour toute plateforme qui ne respecterait pas notre droit protecteur de notre démocratie et de nos concitoyens sur les réseaux désormais, eh bien, premièrement,
il y aura, et dans mon équipe ici, nous sommes en train de créer une véritable cyberpolice, j'allais dire, qui va veiller précisément à ce que ceci ne se passe pas. Si ceci se passait, d'abord une amende qui ira jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial, et si c'était répété, Yves Calvi, tout simplement, interdiction d'opérer, purement et simplement, sur le territoire européen. Personne. Et au final, les deux hommes se sont rencontrés cette semaine à Austin, visiblement à l'initiative de Thierry Breton qui a fait le déplacement et qui a partagé un extrait de leur conversation sur Twitter. Jean-Yves, autant dire que cela ne laisse présager rien de bon. On écoute. So we are in Austin together with Elon Musk. Thank you very much, Elon, for welcoming me. Thank you. Most welcome. And of course, we discussed many issues, and I was happy to be able to explain to you the DSA, Yes. a new regulation in Europe. And I think that now you understand very well. It fits pretty well with what you think we should do on a platform. No, I think it's exactly aligned with my thinking. I think I very much agree with. It's been a great discussion, and I really think I agree with everything you said. Really, I think we're very much of the same mind. No, thank you very much. That's again a good example. And when we see that there could be some differences, especially when we are speaking things so important for our fellow citizens, Yes. as in life and the digital space, the best is to come and discuss. This is what we did, and I'm happy to see that we align. Sounds good. Thank you very much. Thank you very much. Je crois qu'il y a deux choses à retenir qui sont intéressantes. D'abord, c'est Breton, le commissaire européen, qui rencontre Musk aux États-Unis, au Texas, dans l'environnement de Musk. Donc, c'est lui qui fait la démarche. Par contre, on a l'impression que Musk est un petit peu décontracté, les bras ballants, presque petit garçon, alors que c'est la première fortune. Plutôt petit garçon que décontracté. C'est la première fortune mondiale, donc c'est un petit peu étonnant. Je crois que derrière la censure des réseaux sociaux, il y a deux choses. Il y a les obligations légales sous contrôle judiciaire qui, en fait, ne pourraient être que très limitées. Et puis, il y a les excès de zèle des modérateurs, des GAFA, qui suppriment à tout va, sans aucune possibilité d'ailleurs pour la défense de s'exprimer, enfin vraiment dans des conditions totalement liberticides. C'est beaucoup plus arbitraire à qu'une partir décision de du justice. moment où Musk prendra les rênes de Twitter, on peut penser qu'il respectera globalement les règles juridiques générales, mais c'est le point essentiel, il ne fera pas de zèle et probablement qu'il va virer les responsables de la modération qui ont fait du zèle. Donc, il peut très bien dire à Breton, on respectera vos règles, mais ça sera quand même très différent de l'excès de zèle actuel, pas seulement sur Twitter d'ailleurs, mais aussi sur d'autres plateformes comme YouTube par exemple. L'analyse de l'image en elle-même aussi est intéressante. Breton choisit de publier un court extrait, finalement un échange de banalités en fin de discussion, où on s'échange les diplomaties bien urbaines. Oh oui, je suis d'accord avec vous, voilà, etc. On ne connaît pas du tout en fait la teneur de la discussion qu'ils ont eue auparavant. Et est-ce qu'ils se sont parlé 1 heure? Est-ce qu'ils se sont parlé 5 minutes? Finalement, on a quand même l'impression, j'allais dire, d'une conversation de coin de table, mais c'est pas exact parce qu'ils sont debout dans un univers technologique qui convient assez bien d'ailleurs au sujet. Voilà. Bon, alors à suivre. On rappelle quand même que Thierry Breton, très rapidement, se félicitait d'avoir fait bannir Russia Today et Sputnik en Europe et qu'il n'y aurait pas de place pour la propagande russe sur l'espace digital européen, alors que Elon Musk, lui, finalement, a récemment déclaré au Financial Times l'écarter du réseau social était une erreur en parlant de Donald Trump. Est-ce qu'il va faire revenir Trump ou pas? En tout cas, il fait des déclarations qui vont dans ce sens. Faut bien comprendre que avoir viré Trump de Twitter, c'est comme si aujourd'hui un autre GAFA ou Twitter virait Macron. C'est une atteinte absolument formidable à la liberté d'expression, à la démocratie. Et c'est quand même qu'on puisse poser la question, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien?
C'est pas non plus du fascisme. Moi je suis pas favorable à Macron, mais je pense que ce serait pas bien de virer les comptes de Macron. Voilà. Vous avez le droit d'avoir cette opinion. Bon, pardon pour ce laxisme. Merci beaucoup Jean-Yves. On passe tout de suite à notre deuxième sujet de la semaine, le sacre jupitérien de Macron. La cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron s'est déroulée le samedi 7 mai dernier au palais de l'Élysée, un moment fortement médiatisé et qui a fait couler beaucoup d'encre. Les comparaisons au faste monarchique furent nombreuses et souvent flatteuses. La couverture télévisuelle, elle, Jean-Yves, fut élogieuse et très cérémonielle, on peut dire. Un point peut-être à retenir, la toute première phrase. Ceci est un mandat nouveau, ce n'est pas la continuité du mandat précédent. On a l'impression que plusieurs strates, plusieurs périodes de la vie d'Emmanuel Macron sont rassemblées dans ces quelques mètres carrés. Les amis, les alliés, les ralliés, les personnes qui l'admirent profondément. Ces images, on parle de sacre républicain, c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose d'un peu monarchique, c'est le en même temps français, c'est-à-dire que nous sommes en même temps une république démocratique et au fond une sorte de vieille monarchie quand même. On en voit quelques petites scénettes. Et effectivement, ce sont nos scènes de cour à nous. Hein. Les invités se pressent, ils guettent le regard, la main du président qui va venir se porter sur leur épaule, parfois même sur leur joue. C'est assez étonnant. C'est comme si le président transmettait un petit bout de son pouvoir comme ça, avec sa main, avec son œil. Oui, alors Gattegno est habitué de ce genre d'exercice. C'est l'ancien directeur du GDD et de Paris Match. Il est un peu maintenant mis sur la touche, donc il faut qu'il en rajoute un petit peu dans la flagornerie. Dans la flagornerie, voilà, faut le comprendre. Il y a beaucoup de choses qui sont gênantes dans ces images. Il y a le côté, flagornerie, fausse solennité. Ce que je trouve personnellement le plus gênant, c'est l'instrumentalisation des parents de Paty. Paty, il a été victime des autorités de l'éducation nationale. Il a été victime des autorités du ministère de l'Intérieur qui ne l'ont pas protégé. Et donc, il a été victime indirectement des administrations de Blanquer, de Darmanin et de Macron. Et là, les parents sont récupérés et acceptent d'être récupérés. Franchement, je trouve ça très, très gênant. C'est malheureusement assez fréquent. Il y a très peu de parents de victimes ou de proches de victimes qui osent dénoncer les vraies causes. On connaît Patrick Jardin, qui, lui, continue le combat pour sa fille Nathalie, victime du Bataclan, mais beaucoup de proches de victimes, au fond, se rallient à cette fausse acceptation des choses. Voilà. Et puis alors, il y a la scène absolument terrible, il faut tendre l'oreille, mais c'est intéressant, où Marisol Touraine, représentante éminente de la haute bourgeoisie de gauche, dit à Macron... Ancienne ministre de gauche. Ancienne collègue du gouvernement pour lui. Dans un pays... Tu peux l'embarquer. Mais on peut l'embarquer, je pense. Maintenant que tu es réélu, tu as les mains libres, tu peux faire ce que tu veux, ce qui fait un peu froid dans le dos, surtout quand on sait que Marisol Touraine, comme ministre de la Santé, a activement participé au démantèlement de l'hôpital. Alors finalement, est-ce que cette mise en scène du sacre macronien, si je puis dire, jupitérien, ne serait pas là pour masquer les véritables sujets, notamment celui de la conférence sur l'avenir de l'Europe, où Emmanuel Macron, conjointement avec Ursula von der Leyen, ont expliqué qu'ils souhaitaient une réforme des traités européens, notamment élargir les compétences de Bruxelles en matière de défense ou de santé, mettre fin au vote à l'unanimité au Conseil européen, abolir le système de veto, ou encore lancer des forces armées conjointes de l'UE. Alors, ça fait un vaste programme. Là, il y a un sujet là-dessus. Un sujet qui a là aussi été présenté de manière globalement très majorative par les médias français, notamment la mise en cause de la règle de l'unanimité.
Mais ce qu'on n'a pas dit, et qui est ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on a peu dit, ce qu'on a passé un petit peu sous le tapis, ou qu'on a passé très rapidement, c'est le fait que 13 pays européens ont dit mais pas de ça, on ne veut pas de ça, on veut garder le droit de décider à l'unanimité et de refuser ce qui ne nous convient pas. Et dans ces pays, il y a beaucoup de pays. Alors, c'est peut-être, on va me dire avec mépris, que ce sont des petits pays, mais encore qu'il y a la Pologne dedans, qui est quand même pas un pays de 40 millions d'habitants. Écoutez, la Pologne, la Suède, la Finlande, alors, il y a le Danemark. Beaucoup de pays scandinaves, Suède, Finlande, Danemark, pays de l'Est les pays baltes, et puis les pays de l'Est, et la Croatie, oui, qui est aussi un pays d'Europe, d'Europe ex-Est, d'Europe du Sud, quoi, voilà. Donc ça fait quand même un panel très important. Et donc, tout le baratin de Macron ou de von der Leyen, ça ne débouchera pas. Ou de Verhofstadt, on a même ou de des Verhofstadt, articles alors Verhofstadt, c'est un Belge. Oui, alors, pour résumer, finalement, c'est qu'on a... Ce qui dérange, c'est qu'on n'ait pas de tribune donnée aux opposants au projet de réforme. Voilà. On présente le projet de réforme en disant « ouais, c'est super ce que veut Macron », mais on ne présente pas l'avis des opposants. Non. Ah, mais c'est toujours comme ça. On a une presse qui a tendance à être unanimiste. Il y a le bien, on parle du bien, on parle de ce qui va dans la bonne direction, ou de ce qu'on croit, ou de ce qu'on affirme être la bonne direction. On n'est jamais dans l'autre point de vue. C'est ça le sujet. Oui, manque de neutralité. Manque de neutralité, manque de diversité, si j'ose dire. Diversité de point de vue. Oui, il y a le point de vue B aussi. Oui. On peut appliquer, par exemple, ces propos au fait que les médias français ne taisent un petit peu les résistances, notamment de la Hongrie, aux décisions d'embargo russe, par exemple. Voilà, alors l'embargo voulu par certains sur le pétrole et le gaz russe se heurte aussi à l'opposition d'un certain nombre de pays, en particulier de la Hongrie. Et ça, c'est important aussi. Merci beaucoup Jean-Yves. Avez-vous un coup de chapeau cette semaine ? Alors, j'ai un coup de chapeau, c'est pas un coup de chapeau, ce devrait être un gâteau. Un gâteau d'anniversaire pour l'OGIM, l'Observatoire des journalistes, qu'on cite souvent ici et qui est extrêmement précieux, et qui fête son 10e anniversaère. 10 ans de travail, de réinformation. L'OGIM est l'aîné de TV Liberté et d'Immédiat. En quelque sorte, oui. Bravo à l'OGIM. Bravo à Claude Cholet, son président. Alors, est-ce que vous pouvez nous simplement réexpliquer peut-être aux spectateurs qui ne sont pas exactement au fait de ce qu'est l'OGIM, les présenter très rapidement ? Alors, l'OGIM, c'est un observatoire du journalisme et des médias, donc qui réalise beaucoup d'analyses, un peu comme nous le faisons, qui réalise des portraits de journalistes que nous utilisons évidemment parfois, et même souvent, et qui réalise aussi des infographies sur les groupes de presse. Voilà, et ça c'est extrêmement précieux. Pour nous, c'est une base de données tout à fait essentielle, et nous recommandons à ceux qui nous suivent de suivre aussi l'OGIM. Un organe indispensable pour comprendre le monde des médias. En attendant, merci à tous d'avoir regardé cette émission jusqu'à son terme. Je vous invite comme d'habitude à l'aimer, la commenter, la partager auprès de vous, et puis bien sûr à nous envoyer un mail ou un message Twitter si vous voulez nous aider à regarder les JT. Voilà, une tâche barbante, donc on a besoin de vous. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.